tous. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, donc je suis Christophe Aubry-Lecomte, cofondateur et dirigeant de QuickMS. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, l'idée de ce webinaire principal, c'est de faire une formation initiale, donc donner vraiment les bases de 5 obligations légales RH. On va se répartir les sujets avec Géraldine et Manon. Donc, ça devrait prendre à peu près entre 40 et 50 minutes. On va vous poser des quiz, on interagira avec vous à travers le chat aussi. Donc d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à Manon et Géraldine et je vais vous laisser vous présenter. Du coup, Géraldine, Manon. Bonjour à tous, donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS depuis 2 ans. Bonjour à tous, Manon Charret, account manager chez QuickMS depuis 4 ans. Ok, alors les règles du jeu de ce webinaire, donc dans le chat, je vois qu'il y a plein de gens qui ont déjà utilisé, n'hésitez pas à poser vos questions, on les suivra avec Géraldine et Manon pour les récupérer. On fera des stops assez régulièrement pour répondre à vos questions. Donc Géraldine va s'occuper des premières sections, donc entretien professionnel et suivi des objectifs. Manon vous fera la B2S, base de données économiques, sociales et environnementales, et l'index égalité femmes-hommes. Et pour ma part, je m'occuperai du forfait jour, vous donner quelques astuces pour bien suivre le forfait jour. Voilà, donc Géraldine, si tu peux... Je ne sais pas si les slides sont en ligne. Alors oui, les slides sont en ligne. Alors il y a juste un dernier... Les slides sont en ligne, là. Ça y est, t'es pas. Là, on est bon. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien les slides dans la salle, dans le chat? Alors... Vous les voyez, Manon, Géraldine? Nous, on les voit, oui. Oui, on les voit. Et du coup, je fais juste une parenthèse sur la partie sondage parce qu'on va faire des sondages. Et en fait, il y a un onglet sondage juste en dessous du chat. Donc, quand il y aura des sondages, il faudra aller dans la partie sondage pour répondre aux questions. Alors, pourquoi on est là? Donc, chez QuickMS, on est un éditeur de logiciels et SIRH. Donc, on travaille sur 2 logiciels majeurs. Un logiciel de reporting RH qui s'appelle Graphique et qui vient répondre aux 2 obligations légales que Manon va vous présenter, donc la base de données économique et sociale et environnementale, ainsi que l'index. Ce logiciel de reporting RH se base sur la déclaration sociale nominative, la DSN, mais pas que, on peut intégrer aussi d'autres sources de données. Et on a un deuxième logiciel qui s'appelle Crew, qui gère les entretiens collaborateurs-managers et qui permet donc notamment de gérer les entretiens professionnels et aussi le suivi du forfait jour, les entretiens forfait jour, etc. Donc on a une forte expertise sur ces domaines-là. Et donc notre volonté, c'était de venir apporter à des RH qui ne maîtrisent pas ces sujets un premier niveau d'information et de connaissance. Et donc c'est un petit peu en mode formation qu'on va vous parler de ces sujets. Et ben du coup, je laisse la parole à Géraldine pour attaquer la partie entretien professionnel. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Christophe. Du coup, on va commencer par un petit quiz. Donc, dans la partie sondage, ici, vous allez voir apparaître la première question. Donc, est-ce que l'entretien professionnel permet d'évaluer le salarié? Alors, vous pouvez aller dans la question sondage et répondre à cette question. Et, hop, est-ce qu'il y a des réponses en cours? Oui, on a 3 réponses pour l'instant. Ok, top. On va entendre encore un petit peu. Ah ben voilà. Donc, effectivement, il y a une majorité de personnes qui a raison. L'entretien professionnel ne permet pas d'évaluer le salarié. Alors, je rentrerai dans les détails plus tard sur les réponses et vous expliquerai les raisons. Mais effectivement, voilà, l'entretien professionnel ne permet pas d'évaluer le collaborateur. Allez, on attaque la deuxième question. Est-ce que l'entretien professionnel doit se dérouler tous les 2 ans? Donc là, hop, je vous ai ouvert le sondage dans la partie sondage. Je vous laisse répondre. Hop, pour l'instant, 100% de bonnes réponses. Ah, on a un 50-50. Alors, je vais donner la réponse. Ah, attends un peu, Géraldine, tu vas super vite. Elle a un rendez-vous à midi, Géraldine. Allez, on a 9 réponses, 10,
On est une quarantaine, donc on essaye d'en attendre une vingtaine de réponses pour que tout le monde puisse jouer. Non, c'est pas tranché quand même. Hein. Ouais, ça existe un peu entre vrai ou faux. Ah, ça y est, ça grimpe, ça grimpe. La vérité l'emporte. Allez, à la 20e réponse, Géraldine, tu peux donner la réponse. 18, là, ça a l'air de plus bouger. Allez, ouais. Allez. Donc, si jamais vous n'avez pas trouvé, hein, c'est le petit onglet sondage en dessous du chat. Hein. Allez, vas-y, donne la réponse. Allez, la réponse, donc, c'est oui, l'entretien professionnel doit se dérouler tous les 2 ans. Alors après, il y a une petite, voilà, il y a des petites, comment dire, nuances. Il y a, avec des accords d'entreprise où ça peut être fait tous les 3 ans, mais oui, effectivement, c'est tous les 2 ans. Allez, 3e question, 3e sondage. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées, vrai ou faux? Allez, pour l'instant, 4 réponses. Ça monte, ça monte. Merci de jouer le jeu, en tout cas. Allez, ça a l'air de ralentir un peu. Allez, je vais donner la réponse, si ça vous va. Alors, est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Faux. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. C'est principalement les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Alors après, effectivement, il y a des cas. Mais voilà, pour les réponses. Allez, on attaque le sujet maintenant. Donc, sur l'entretien professionnel, Géraldine, je suis désolé, hein, mais on s'est raté aussi. Toutes les entreprises sont concernées par l'entretien professionnel. C'est une obligation légale à respecter par toutes les entreprises. Alors, il y a c'est les sanctions qui sont pas concernées, forcément. D'accord. Oui. Désolé, un petit raté dans la préparation des questions. Ok. Du coup, la réponse était bien vraie, et bien effectivement la majorité des répondants ont répondu la bonne réponse. Oui. C'est le petit raté de couleur sur la préparation. Oui, désolé. Du coup, sur l'entretien professionnel donc, a été créé dans le but de favoriser le développement professionnel des collaborateurs, d'assurer leur progression de leurs compétences au sein de l'entreprise et de valider en fait leur employabilité sur le marché. C'est un dispositif qui a été mis en place pour garantir un suivi régulier de la carrière et des besoins en formation des collaborateurs, et tout en respectant en fait les obligations, les évolutions légales et réglementaires en matière de RH. Il faut savoir que c'est un entretien professionnel qui est réglementé par le Code du travail et notamment par l'article L6315. Il s'agit d'un rendez-vous obligatoire entre le collaborateur et l'employeur et qui doit avoir lieu tous les 2 ans, comme vous aviez répondu, à compter de la date d'embauche, et un bilan intervient tous les 6 ans. Il faut savoir aussi que sont exclus de ce dispositif les salariés qui sont mis à disposition des entreprises d'accueil, les salariés intervenant dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires. Aussi, il y a un dernier élément qui est la reprise. Donc, effectivement, l'entretien professionnel doit être réalisé au moment du retour du collaborateur de certains congés, et notamment des congés de longue absence, comme la maternité, etc. Et en fait, c'est vraiment un point de vigilance qu'on voulait souligner ici, parce que c'est très régulièrement oublié, ce qui peut donner lieu, lorsqu'il n'y a pas d'entretien professionnel pour retour de longue absence, à des contestations. Et pour terminer, du coup, l'entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit, donc une copie doit être remise au collaborateur. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu l'historique et la définition de l'entretien professionnel. Maintenant, qu'est-ce que doit contenir les entretiens professionnels? Alors, dans les faits, cet entretien, donc, comme je disais, c'est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, et les formations qui peuvent y contribuer. Et en fait, cet entretien ne doit être consacré qu'à cela. Et le texte du Code du travail nous dit clairement que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du collaborateur.
il y a des éléments qui doivent être constatés dans cet entretien professionnel et notamment donc, que le collaborateur a suivi une action de formation, qu'il a acquis des éléments de certification, qu'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Et la progression salariale d'un collaborateur peut s'apprécier soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Donc voilà pour les. Alors Géraldine, on a des interactions si tu veux. Donc je pense que c'était sur le slide d'avant où on a encore un retour. Donc là, il y avait les motifs pour déclencher les entretiens. Donc il y a les congés parentaux également, enfin tout ce qui est longue absence. Effectivement, on vous confirme. Et le bilan à 6 ans est-il différent? Oui, le format et les questions du bilan à 6 ans est légèrement différent du format du bilan à 2 ans. On aura des modèles, je crois, que Géraldine a prévu de vous mettre à disposition à la suite du webinaire. C'est ça. Quand je vous enverrai le replay. Oui. Voilà. La formation doit-elle être une formation certifiante obligatoire? En question, Géraldine, pour toi. Alors en fait, il faut que dans l'entretien, il y ait au moins deux des trois éléments. Donc soit il a eu une action de formation et une certification, soit il a eu la progression salariale. Mais il faut qu'il y ait au moins deux des éléments sur ces trois-là: action de formation, certification et progression salariale, que ce soit individuelle ou collective. Et après, on a une question, mais on va y répondre d'abord. On va y répondre après dans ces slides, donc tu peux reprendre le cours. Ok. Du coup, alors oui, effectivement, donc l'entretien professionnel est obligatoire, mais alors pour les moins de 50, il n'y a pas de sanction spécifique, donc effectivement, désolé pour le micmac du début. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est, et il faut faire attention, c'est que tout manquement, en fait, pourra être utilisé à charge en cas de procès au prud'homme. Donc voilà, donc ça reste quand même un point à souligner. Pour les sanctions financières, donc la sanction peut se déclencher en l'absence d'entretien. Donc l'entreprise s'expose à des amendes et elle peut varier en fonction de la taille de l'entreprise et la gravité du manquement. Dans les faits, on parle d'un abondement de 3 000 € en fait, sur le compte CPF du collaborateur par entretien manqué. Donc, si vous avez un collaborateur qui est là depuis une dizaine d'années chez vous, ben, ça peut vite chiffrer. Et la sanction peut également tomber pour l'entretien professionnel des 6 ans. Ben là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si au moins 2 des obligations sur 3 ne sont pas remplies. Donc, former le collaborateur, qu'il ait une évolution ou qu'il ait une certification. Ce qu'on rajoute aussi, c'est qu'en cas de versement insuffisant, après mise en demeure, l'entreprise devra payer le double de l'insuffisance constatée au trésor public. Donc, ça peut vite aller très loin. Au-delà de ça, on parle aussi de litige juridique. Donc, les salariés ont le droit de demander des dommages et intérêts en cas de non-proposition ou de non-réalisation d'un entretien professionnel. Si un salarié estime que le non-respect de ses obligations a impacté sa carrière ou son évolution professionnelle, il pourra porter l'affaire devant les tribunaux. Et pour terminer, et on parle beaucoup d'engagement des entreprises, des collaborateurs, etc., en fait, il y a un risque quand même notoire pour les entreprises au niveau de leur image. Donc, le non-respect de ces obligations légales en matière d'entretien professionnel peut nuire à la réputation de l'entreprise. Et ça pourrait être perçu comme un manquement d'engagement, un manquement d'engagement envers le développement professionnel de ses collaborateurs. Donc voilà, au niveau des sanctions. Alors, comment optimiser la gestion de vos entretiens? La réponse tout simplement. Alors, juste Géraldine, on fait un petit break. Il y a une demande de précision sur les sanctions. Donc Françoise, oui, c'est l'amende est de 3 000 € par entretien oublié, hein, bien entendu. C'est pas une question d'année, c'est par nombre d'entretiens oubliés. Donc vous oubliez un entretien, vous n'avez pas fait l'entretien tous les 2 ans, ou si vous oubliez de faire un entretien lors d'une reprise de longue absence, etc., c'est 3 000 € par entretien. Si l'entreprise constate elle-même qu'elle a oublié, elle doit venir alimenter le compte CPF du collaborateur de 3 000 €. Mais dans le cas où c'est l'administration qui s'en aperçoit, l'amende, c'est plus 3 000 €, ça va être 6 000 € à verser au trésor public. En fait, les entreprises peuvent s'auto-corriger et s'auto-punir. Voilà.
Et après, Hubert, il dit prud'homme pour le privé et tribunal administratif pour le public. Alors, on ne maîtrise pas le public, Hubert, donc on ne pourra pas vous confirmer ou vous infirmer ce que vous dites. Et après, il y a Estelle qui demandait une précision. Non, les sanctions sont légales, il n'y a pas d'accord d'entreprise là-dessus. Par contre, vous pouvez mettre en place des accords d'entreprise pour diminuer le rythme d'entretien. Au lieu d'en faire un tous les 2 ans, vous pouvez les faire un tous les 3 ans. Nous, c'est ce qu'on a fait chez CookieMS, c'est un tous les 3 ans. Voilà. Ben, je te laisse finir sur les actions à faire pour bien gérer les entretiens. Yes. Du coup, donc se tenir au courant de la législation déjà, et ensuite, par exemple, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le marché qui proposent donc de digitaliser les entretiens. Donc nous, on a Crew qui est là, et donc avec ces solutions disponibles sur le marché, vous pouvez planifier les entretiens professionnels en respectant les délais légaux, automatiser vos campagnes et encore une fois documenter les entretiens. En fait, c'est-à-dire historiser et pouvoir élaborer une signature électronique. Donc voilà, donc il y a des solutions qui existent sur le marché pour que vous soyez en conformité légale sur vos entretiens. Une dernière remarque que Emmanuel nous fait sur le chat, c'est longue absence supérieure à 2 ans. Non, une longue absence est supérieure à 2 mois. Voilà. Donc toute absence de plus de 2 mois doit être suivie d'un entretien professionnel. Par contre, pour l'AT, les accidents de travail, de trajet, maladie professionnelle, c'est 1 mois. Voilà. Du coup, c'était pour la partie entretien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut basculer sur les primes variables sur objectif. C'est parti. Allez, 2 petites questions que je vais ouvrir dans le chat. Est-ce que vous ou vos collaborateurs, vous avez des primes sur objectif? Et du coup, je vais ouvrir aussi le deuxième chat. C'est faites-vous ou vos managers un suivi de ces objectifs? Hop, je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces questions. Là, on a une majorité de non sur les objectifs. Pas de suivi sur la majorité de pas de suivi sur les objectifs tout au long de l'année. Ça bouge un peu. Ok. Bon, ça s'est arrêté de bouger. Ah, je dis ça et... Ça bouge, ça bouge. Ouais, ça bouge, ça monte. Ok. Bon, là, ça bouge plus sur le... Avez-vous ou vos collaborateurs des primes sur objectif? Donc, une majorité de non, 57%. Et à la question, faites-vous ou vos managers un suivi de vos objectifs toute l'année? Une majorité de non, de 60%. Ok. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre. On est pareil sur les deux. 60% de non pour avez-vous des collaborateurs, avez-vous un suivi, et 60% de non sur les objectifs. Allez, du coup, on y va. Donc, la clause d'objectif. Donc, qu'est-ce que c'est, la clause d'objectif? Donc, c'est une mention qui est écrite dans le contrat de travail du collaborateur. Et la clause d'objectif doit être acceptée par le collaborateur, soit, en fait, au moment de son embauche, soit par avenant au contrat de travail, en fait. Et elle permet de s'assurer qu'un salarié s'investisse dans son travail tout au long de sa mission. Il faut savoir que les objectifs fixés doivent être en adéquation avec la partie variable de la rémunération, mais attention, en fait, il y a des conditions de validité et des précautions à prendre pour le suivi de ces objectifs. Petite parenthèse sur la jurisprudence qui précise qu'il existe 2 façons de fixer des objectifs. Alors, la première façon, c'est soit dans le contrat de travail qui prévoit que l'objectif est fixé par l'employeur, donc chaque année, chaque trimestre ou chaque semestre, soit il indique que l'objectif sera redéfini périodiquement, donc soit par année, par trimestre, trimestre, etc., d'un commun accord avec le collaborateur. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la méthodologie adoptée, les objectifs doivent être portés à la connaissance du collaborateur avant le début de l'exercice. Et l'employeur doit s'assurer que les objectifs ont bien été reçus par le salarié. Donc ça, déjà, c'est les bases de la clause sur objectif. Ensuite, pour fixer les objectifs, en fait, pour étayer un peu, la fixation des objectifs, en fait, consiste à déterminer des cibles que l'entreprise souhaite atteindre à court, moyen ou long terme
Et ces objectifs peuvent être de nature diverse. Ça peut être de la croissance des revenus, par exemple pour un commercial, à l'amélioration de la satisfaction client, en passant par exemple, le développement de nouveaux produits ou de services. Et en fait, il est important que ces objectifs en fait soient alors SMART, on appelle ça SMART, c'est un moyen mémotechnique, donc spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Et en fait, ce qui va permettre de les rendre réalisables et de mesurer de manière complètement objective leur réussite. Pour continuer, donc sur ces objectifs, comment on peut faire au quotidien pour suivre ces objectifs? Donc, c'est de manière un peu littéraire. En fait, le suivi des objectifs ou le suivi de la performance, en fait, c'est un processus de gestion qui consiste à définir, mesurer et évaluer les résultats attendus par une organisation ou ses employés. En fait, c'est un processus qui permet de garantir que toutes les parties prenantes, en fait, travaillent en harmonie pour atteindre un but commun. Et au niveau individuel, le suivi de ces objectifs vise à aligner en fait les performances des individuels, donc des collaborateurs, sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et dans le cadre du suivi des objectifs, si vous les faites évoluer au cours de l'année, du trimestre, etc., il faudra s'en assurer. Et c'est pour ça qu'une remise en main propre aux collaborateurs, éventuellement contre signature, est préférable en fait. Pour vous donner un exemple concret, chez QuickMS, par exemple, nous, on gère nos objectifs au trimestre. On a des entretiens trimestriels, d'accord, et qui se déroulent entre la dernière semaine du trimestre et la première semaine du trimestre suivant. L'idée, lors de cet entretien individuel, c'est de faire un bilan du trimestre, les performances professionnelles, les performances soft skills, etc., etc. Et notamment, dans cet entretien, il y a une partie objectif. Donc, le collaborateur va pouvoir faire évoluer ses objectifs dans notre outil Crew et le manager valide ou pas la progression de ses objectifs. Ce qui va permettre à terme aussi de pouvoir calculer les fameuses primes sur objectifs. Donc, c'est fait de manière très concrète en fonction de la réussite des objectifs. Et c'est ce qu'on conseille de faire à tous nos clients. Aujourd'hui, nos clients qui utilisent Crew pour leurs entretiens professionnels et font aussi des entretiens annuels dans lesquels ils vont pouvoir piloter les objectifs et l'évolution des objectifs de leurs collaborateurs. Et l'idée, en fait, de tout ça et le gros avantage du suivi, c'est de pouvoir faire des points d'étape et de pouvoir réaligner, en fait, la stratégie globale de l'entreprise avec les missions très opérationnelles des collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est la manière un peu dont on fonctionne et dont on essaye d'évangéliser nos clients sur Crew. Alors, les risques. Évidemment, il y a des risques s'il y a des primes sur objectifs dans le contrat. Alors, si vous omettez, alors que ce soit sciemment ou non, de fixer des objectifs du salarié, il y a deux conséquences possibles. Soit le salarié pourra prendre acte de la rupture de son contrat de travail, donc la rupture sera alors prononcée au tort exclusif de l'employeur, et il faut toutefois que les sommes en jeu soient suffisamment importantes. Ou sinon, le salarié pourra obtenir le paiement intégral de la part variable de son salaire sans qu'aucun objectif n'ait été fixé et forcément atteint. Et le versement intégral peut intervenir lorsque l'employeur n'a précisé ni les objectifs à réaliser, ni les conditions de calcul vérifiables de la rémunération. Et ça fait écho aux fameux objectifs SMART dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que c'est très important de suivre les évolutions des objectifs fixés. Donc, pour conclure sur cette partie des objectifs, je dirais qu'en fait, il faut que vous définissiez des objectifs clairs pour vos collaborateurs, vos managers, etc. Et que vous puissiez utiliser des outils de suivi, en fait, qui vont pouvoir vous aider justement à historiser tous les objectifs qui ont été mis en place, de pouvoir les suivre, etc. Assurer un suivi régulier pour faire aussi un feedback, donc pourquoi pas mettre en place des revues périodiques pour évaluer les progrès. Et éventuellement faire de la formation et de la sensibilisation auprès de vos managers et des collaborateurs sur l'importance du suivi des objectifs une fois que vous en mettez en place et surtout s'ils sont liés à des primes sur objectifs. Donc voilà pour ma partie. Alors il y a des questions, vous avez une idée? Il y a une question. Vous avez une idée de la proportion de contrats de travail qui contiennent les clauses de primes sur objectif? Je ne sais pas, mais chez QuickMS, on les a mises.
Et après, pour les autres, c'est compliqué à savoir. En tout cas, c'est le conseil, c'est que si vous en avez, mettez-les. Ça permet de couvrir l'entreprise. Alors après, comment faire si on n'a pas de variable? Après, il n'y a pas de. Enfin, si vous souhaitez mettre des objectifs pour faire avancer la société, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, ce n'est pas antinomique. C'est pas parce que vous n'avez pas de variable qu'il ne doit pas y avoir d'objectifs. Après, nous, chez QuickMS, on considère que les objectifs, ça fait partie, ça engage le collaborateur aussi dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, c'est pas. Non, mais s'il n'y a pas de variable, vous n'avez pas de risque juridique. Mais par contre, vous pouvez mettre en place un suivi des objectifs dans les outils tels que Crew, qu'on pourra vous montrer peut-être à la fin. Voilà. On attaque la BDESE? Allez, c'est parti. Allez. Alors, avant d'entamer commencer à aborder le sujet de la BDESE, on va reprendre le sondage et on va lancer 2 questions que Géraldine vient de lancer. La première, c'est de savoir un petit peu, tout simplement, si vous êtes concerné par la BDESE ou non, et si oui, comment la réalisez-vous? Voilà, l'idée, c'est simplement de savoir un petit peu si vous connaissez le sujet et on va dire. Alors, on peut étayer pendant que vous répondez aux questions. On a fait, nous, une enquête auprès de 380 RH, c'est ça, Géraldine? Et sachez que la plupart, 100% à peu près, font la BDESE, mais plus de 60% la font sur Excel. C'était le résultat du sondage, assez intéressant. Donc, on va voir si dans le panel, on est à peu près la même chose. Là, pour le moment, alors ça bouge pas mal. On a 62% des personnes qui ont répondu qui sont concernées par la BDESE. Et on est un peu presque sur un 50-50 entre Excel et je ne le fais pas. Oui, mais je ne le fais pas, ils sont peut-être pas concernés. Et après, si tu regardes bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la proportion de Excel versus digital. En fait, on a la majorité des personnes la font sur Excel à 80% presque. C'est ça, exactement. Si on réanalyse cela. Voilà. Donc, je lis un petit peu les commentaires. Je vais répondre à la majorité des questions qui se posent et des commentaires là pendant la présentation. Donc du coup, on va commencer. Hop. Alors, pour expliquer un petit peu la BDESE, déjà tout d'abord, il faut savoir que c'est un élément qui est défini par la loi et qui est effectif depuis 2013-2014. Donc, ça fait quasiment 9 ans que la BDESE existe et elle a déjà connu 3-4 grands changements. Alors, je vous rassure, normalement, il ne devrait pas y avoir de nouveaux changements d'ici là, mais sait-on jamais. Justement, en termes de changements qui ont été effectifs au sujet de la BDESE, le tout premier, c'est la mise en place en 2013. On utilisait majoritairement le sujet de BDU. En juin 2013, la loi sécurisation de l'emploi a commencé à initier du coup le sujet et donc le terme de BDESE qui a été abordé pour la première fois. Il y a eu un déploiement progressif qui s'est fait sur les années suivantes et le dernier changement en date date de 2021 puisque le petit E à la fin de BDESE s'est ajouté pour que la section environnementale, le sujet lié à l'environnement soit abordé dans le cadre de la base de données économique et sociale. À savoir que ce document, il est réalisé par l'employeur, plus régulièrement par le service RH. Et tout simplement, il a été créé pour mettre à disposition des CSE un document qui va compiler toutes les informations sur les orientations économiques, sociales, stratégiques et environnementales de l'entreprise. C'est une obligation qui concerne toutes les sociétés, toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Plus précisément, depuis 2014, toutes les entreprises de plus de 300 salariés doivent faire la BDESE et la mettre à disposition au format numérique. Et depuis 2015, toutes les entreprises de 50 à 299 collaborateurs doivent mettre à disposition la BDESE au choix, soit au format numérique, soit au format papier.
À quoi sert la BDESE? L'idée, c'est que son objectif premier, c'est de pouvoir faciliter le dialogue social en permettant au CSE d'avoir un accès à des informations stratégiques, de connaître la situation financière, la politique sociale et l'activité de l'entreprise, mais elle permet également de donner une totale visibilité sur ces informations en toute transparence et donc indirectement de renforcer la confiance du CSE et des salariés envers leur entreprise. Son contenu, par rapport à ce que je vous ai évoqué un petit peu avant, vous l'aurez compris, tourne autour de 4 grands sujets. Donc le premier étant tout ce qui est lié aux données économiques. Donc on va parler du chiffre d'affaires, de l'investissement, des aides publiques, les fonds de l'entreprise, les impôts et taxes, etc. On va avoir tout ce qui est lié aux données sociales, donc les rémunérations des salariés, des employeurs, des actionnaires, l'évolution du nombre de salariés par contrat, par âge, les conditions de travail, etc. On va avoir aussi tout ce qui est lié aux orientations stratégiques, puisque l'idée étant de présenter pour un certain nombre les informations de l'année N, mais également l'antériorité sur les années N-1, N-2, et faire du prévisionnel sur l'année N+1, N+2, N+3. Et du coup, le dernier volet qui a été ajouté, les données environnementales, où on va aborder les sujets liés à la politique générale en matière environnementale, la pollution, l'économie circulaire et le changement climatique. Maintenant, si vous ne faites pas la BDESE, qu'est-ce que vous encourez? Tout simplement, l'entreprise s'expose à un délit d'entrave. Alors, dit comme ça fait un peu peur, c'est le but. Plus sérieusement, les entreprises doivent le faire. Il y a énormément de moyens qui existent aujourd'hui pour pouvoir la réaliser et la mettre en place. Du coup, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une amende de 7 500 €. À côté de ça, en termes de risque, en plus de la sanction financière, ça va créer une situation opaque qui peut générer des relations tendues entre le CSE et la partie employeur. Également, ce qui peut arriver, c'est que l'expert comptable du CSE de l'entreprise peut mettre l'employeur en demeure d'ouvrir une BDESE et dans des cas encore plus poussés, en cas de manquement, le risque majeur pour l'employeur, ce serait d'avoir un blocage par le Conseil supérieur du travail du processus de consultation de la BDESE. Alors, j'ai décalé la slide un peu trop rapidement. L'idée, c'est que par rapport à tous les éléments que je vous ai présentés, c'est de prendre conscience du fait que, alors certes, la BDESE, c'est un lourd travail. On est à peu près sur un peu plus de 90 indicateurs à calculer aujourd'hui sur le rapport. On propose une solution qui permet donc d'automatiser tout ça, mais voilà, il existe plusieurs solutions aujourd'hui sur le marché qui permettent de le faire. Donc, évitez les sanctions, mettez-vous en conformité sur ce sujet-là. Et puis, tout simplement, tout va bien se passer. Alors, j'ai vu quelques commentaires passer rapidement. Je ne sais pas si vous avez dégagé peut-être des questions, Christophe ou Géraldine. Oui, donc les plus de 50 sont concernés, non. Ça, tu as répondu. Voilà, j'ai répondu. Donc la réponse c'est oui, toute société de plus de 50 collaborateurs sont concernés. Alors c'est surtout dès que le CSE est en place, parce que donc vous pouvez être plus de 50 mais sans CSE, vous ne serez pas concerné, vous pouvez avoir potentiellement pas d'élection parce qu'il n'y a personne qui s'est présenté. Donc voilà, c'est surtout la présence d'un CSE qui est important. Donc félicitations à Sylvie qui vient de franchir le seuil. Et après, pas de questions. Voilà. Sur ce sujet. Juste ce qu'on peut vous préciser, c'est que le rythme qu'on constate aussi de mise en place des BDES, c'est la plupart le font de façon semestrielle, 2 fois par an, de mise à jour, ou annuelle. Et qu'en moyenne, je crois que le temps dans les études, c'est à peu près 2 mois de mise en place lorsqu'on n'a pas mis en place d'outils digital. Oui, c'est ça, on est à peu près en moyenne à 2 mois. Voilà. Allez, on attaque la partie forfait jour. Donc, c'est pareil, on attaque avec un quiz. Non, on n'attaque pas avec un quiz, désolé.
C'est d'abord la définition de ce qu'est un forfait jour. Donc, je vous ai mis en gros la définition légale qu'on peut trouver sur Internet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont forfait jour qui ont l'habitude. Moi, j'aime bien prendre la petite phrase de Spider-Man, c'est que de grandes responsabilités, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. En fait, le forfait jour, c'est une liberté totale d'organisation. Vous allez laisser le collaborateur choisir ses horaires de travail, choisir quand il travaille, où il travaille. Alors, pas d'où il travaille, mais de quand il travaille, et ses plages horaires. Et derrière, ce forfait jour va demander du cadre. Hein. C'est pas parce qu'on peut faire ce qu'on veut qu'on doit faire n'importe quoi. Et donc là, l'idée aussi, c'est qu'on vous montre dans ces quelques slides ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la gestion d'un forfait jour. Donc on va faire un petit quiz. Donc je vais ouvrir les sondages. Je crois que la première question, la première question elle est facile, c'est une question d'échauffement. Je vous ouvre les votes. Dans un contrat de travail en forfait jour, la durée maximale de travail est de 35 heures par semaine. Alors là, normalement, il y a tout le monde qui répond juste. Je vous ai ouvert les votes. Voilà. Il y a quelqu'un qui a... Ah, c'est pas, finalement, pas tout le monde répond juste. Donc, je vous répète, dans un contrat de travail en forfait jour, la durée maximale de travail est de 35 heures par semaine. On parle bien d'un contrat en forfait jour. Donc, on laisse les votes avancer. On a une dizaine de votes. Allez, ça monte. Je crois qu'il y a un petit commentaire. Et Françoise, elle fait une anti-sèche. Donc Françoise répond juste dans le chat. Effectivement, la réponse, c'est faux. Le 35 heures, c'est un contrat horaire, avec des horaires hebdo, qui n'est pas ni un forfait heure, ni un forfait jour. Donc un forfait jour peut travailler plus que 35 heures sans avoir d'heures sup, parce que dans le principe du forfait jour, c'est qu'il n'y a pas d'heures sup. Allez, question suivante. Je ferme les votes, j'ouvre les nouveaux. Un peu plus compliqué. L'employeur n'est pas tenu d'organiser un suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jour. Vrai, faux. Allez, ça répond. Faux. Donc, on est à 5 réponses, 6 réponses. Ça répond, ça répond. Ah, vous êtes plutôt pas mal, hein. Est-ce que Françoise a encore mis une anti-sèche dans le... Eh oui, Françoise, elle met des anti-sèches dans le chat. Alors Françoise, peut-être que vous n'avez pas trouvé la partie sondage pour y répondre, hein, mais il y a un petit onglet en dessous du chat c'est un genre de bloc-notes avec des tirets là. Vous pouvez accéder au vote, si vous voulez. Et donc la réponse, Françoise a raison dans le chat. La réponse, c'est faux. Il faut se faire le suivi de la charge de travail. Et vous allez voir, en fait, il faut arriver... je vais vous décrire ça un petit peu plus tard. Donc, troisième question qu'on ouvre. Un salarié en forfait jour a le droit à un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdo de 35 heures. J'ouvre les votes. Alors là, on commence à rentrer dans des questions pointues. Et allez, ça y est, les premières réponses arrivent. C'est pas mal. C'est un sans faute pour l'instant. Alors, est-ce que Françoise, vous avez trouvé la partie où on répond au sondage? N'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai l'impression qu'elle va plus vous envoyer les anti-sèches. Ça répond bien. Ah bon? Le sondage bug? Ah bon, désolé. Alors, la réponse, Françoise, je vous laisse donner la vote dans le chat, du coup, si ça bug, si le sondage bug. On a pas mal de réponses. Et Françoise, qu'est-ce qu'elle nous met? D'accord. Et donc, désolé, hein, on remontera ça à Webikeo. Donc, la réponse sur ces 11 heures de repos quotidien et 35 heures hebdo consécutifs, la réponse c'est vrai. Hein, et ça, ce sont des minimums légaux. Ça, il y a ne pas déplacer. Donc, peu importe tous les types de contrats que vous faites, que ce soit du forfait jour, du forfait heure, du en heure, du contrat de mission, n'importe quoi, un stagiaire, on doit obligatoirement faire en sorte que les gens aient 11 heures de repos consécutifs dans une journée. Donc, ça comporte de la nuit. Donc, si vous finissez à 22 heures, en fait, 11 heures, vous ne pouvez reprendre qu'à partir de 8 heures le lendemain, 9 heures le lendemain.
bien sûr que voilà, donc il faut faire attention à ceux qui travaillent tard le soir, et normalement ils doivent repartir que 11 heures après. Et 35 heures le week-end, donc ça fait à peu près le dimanche complet et la demi-journée du samedi à minima en repos. Si vous êtes sur un week-end classique, après vous pouvez faire ces 35 heures de repos hebdo, les lundis, les mardis, les mercredis, tant qu'il y a un jour et demi à peu près d'affilée. Allez, on passe à la question 4, de plus en plus pointue comme question. On est parti, on ouvre. Question 4, le nombre maximum de jours travaillés dans l'année. Forfait jour peut-il travailler 365 jours par an? Allez, voilà, en fait, pointu, non, pas tout à fait, elle est quand même assez facile. Et il n'y a personne qui se trompe. C'est la dernière qui est difficile. Oui, c'est la dernière. On verra si vous êtes fort, si vous êtes fort sur la dernière. Allez, on va pas s'attarder. Bien sûr que c'est faux. Hein. On peut pas obliger un forfait jour à travailler tous les jours de l'année. Hein. Les repos hebdo déjà répondent à la question. On va passer direct sur la dernière question, qui est la dernière question du quiz. Journée de solidarité et forfait jour. Alors, la journée... Ah, non, j'ai trop cliqué. J'avais fait journée de solidarité et forfait jour. Donc, la journée de solidarité, vous savez, c'est cette magnifique journée qu'on a mis où on travaille gratuitement et ça paye les retraites. Moi, j'ai toujours pas compris comment ça paye les retraites réellement, parce qu'on n'est pas payé plus, on ne génère pas plus de valeur, c'est juste que l'employeur bénéficie d'un jour de travail en plus. Mais voilà, donc est-ce qu'on déduit ou pas cette journée de solidarité dans le forfait jour? Et là, oui, question un peu plus compliquée, les réponses sont un peu plus équilibrées, forcément. Alors, en fait, ça va dépendre un peu de votre convention collective, il n'y a pas de réponse vrai ou faux classique. Si je vous donne un exemple de la Syntec, l'histoire avant que la journée de solidarité arrive sur la Syntec, la convention collective Syntec avait un forfait jour à 217 jours. Et dans le cadre de l'intégration de la journée de solidarité, la convention a monté le forfait jour à 218 jours. Donc, il a demandé à tous les collaborateurs de sa convention qui sont au forfait jour de travailler un jour supplémentaire. Voilà. Donc, on n'a pas à la déduire ou l'ajouter, etc. Il n'y a pas de repos à poser dans le cadre du forfait jour en convention Syntec. Il faut juste poser un jour de plus. Voilà. Alors après, je vous ai mis là dans ces slides que vous récupérez à la fin du webinaire les 8 axes clés pour bien gérer un forfait jour. Faites très attention parce qu'en général, la loi est quand même assez légère sur le sujet et quand vos conventions collectives sont emparées du sujet du forfait jour, c'est pas assez costaud pour bien vous protéger. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place un accord d'entreprise qui va bien définir le cadre, ou bien contrôler que votre accord, que votre convention collective est assez costaud. Nous, clairement, on est sur la Syntec chez QuickMS, on a fait le choix de mettre un accord d'entreprise pour venir vraiment consolider cela. Bien entendu, si vous avez des salariés en forfait jour, ça doit être écrit sur leur contrat de travail. Hein. On ne peut pas faire signer un contrat de travail sans préciser le type de temps horaire. Et si jamais vous avez un accord de forfait jour qui est mis, mettez-le, renseignez-le dans le contrat de travail pour dire que le temps et la gestion du forfait jour va aller se rapporter à l'accord d'entreprise. Logique, mais c'est important, que le nombre de jours travaillés soit fixe et fixé en début de période. Hein. Donc sur le forfait jour, en général, vous faites un bilan sur l'année de janvier à décembre et dès le mois de janvier, votre collaborateur doit connaître le nombre de jours qu'il doit réaliser. On vous conseille de mettre un suivi, à minimum un suivi par an, un bilan de forfait jour du nombre de jours travaillés une fois par an. Il y a des enquêtes aussi à mettre en place. Si vous voulez bien le gérer, vous pouvez mettre en place des enquêtes tous les mois pour demander aux collaborateurs combien de jours ils ont travaillé sur le mois pour arriver à faire le suivi. Mais à minimum, il y a un entretien de suivi du forfait jour qui est à faire une fois par an, comme l'entretien professionnel, mais là, c'est une fois par an. Bien entendu, il faut venir respecter les droits au repos et les limites légales en matière d'heures de travail. Donc, le droit au repos, c'est ce qu'on a vu dans la question, c'est 11 heures consécutives par jour et 35 heures le week-end, ou dans la semaine en tout cas. Et les limites, alors là, c'est des nombres d'heures de volume horaire à ne pas dépasser. Hein. On conseille de se mettre sur les max
du légal, donc c'est 44 heures de durée hebdo moyenne, éviter de faire des journées à plus de 10 heures régulièrement, et des semaines à 44 heures lissées sur 12 semaines consécutives. Et le dernier qui n'est pas marqué là, c'est une semaine à 48 heures. Normalement, on n'a pas le droit de faire des semaines à plus de 48 heures. Mais voilà, faites attention à suivre le volume horaire de vos collaborateurs. Donc, c'est pas parce qu'on est en forfait jour qu'on ne doit pas déclarer un volume horaire. Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est que chez QuickMS, tous les collaborateurs, en fin de semaine, donnent le nombre d'heures qu'ils font chaque jour, sans donner à partir de quand ils ont commencé, quand ils finissent, etc. Sans faire un pointage horaire. Bien entendu, le respect du droit à la déconnexion, un forfait jour n'est pas à votre disposition en permanence. Vous ne pouvez pas lui poser des questions et lui demander d'être connecté tout le temps. Il faut respecter le moment où lui a décidé de travailler. Voilà. Et faites attention à la rémunération parce que certains forfaits jours doivent être payés plus au niveau minimum conventionnel qu'un forfait heure. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas les payer en dessous du forfait heure. Voilà sur cette partie. Je ne sais pas si dans le chat on a des questions. Non. À part des gens qui ont des problèmes de connexion. Allez, on continue. Juste là, il y avait une question sur pouvez-vous confirmer que les agents de maîtrise peuvent également être en forfait jour? Alors, je ne peux pas vous le confirmer parce que ça va dépendre des règles de votre convention collective. En général, c'est plutôt des collaborateurs qui sont dans des hauts niveaux, donc des cadres et voire des cadres à haut niveau de responsabilité. Il faut savoir que le forfait jour, ça demande quand même une grande autonomie de travail et d'exécution des tâches. Nous, chez QuickMS, dans notre accord d'entreprise, on est venu passer de... Alors, je vais vous le faire, normalement, la Syntec, il y a 3... pardon. Dans la Syntec, le forfait jour est disponible que pour les positions 3, cadres, en niveau 3. Et donc, nous, on l'a fait descendre à tous les niveaux du cadre, mais c'est notre accord d'entreprise qui est venu permettre cela. Donc, voilà. Allez vérifier, faites-vous conseiller par des avocats. Mais un agent de maîtrise, c'est un peu compliqué quand même, normalement. Voilà. Je ne peux pas vous dire si vous... Voilà. En tout cas, la base légale, ça ne vient pas préciser cela. Les non-cadres, oui, et surtout si vos accords collectifs ou entreprises les acceptent. Voilà. Alors, si on prend le cas du forfait jour, donc le risque, en fait, si jamais vous gérez mal un forfait jour, qu'est-ce qui se passe? Le classique des prud'hommes, c'est que votre collaborateur, il vient vous faire toc-toc. En fait, on ne respectait pas le forfait jour, donc je veux que vous me payiez toutes mes heures sup. Donc, on requalifie, les prud'hommes viennent requalifier les contrats en heures, donc ça déclenche le paiement des heures supplémentaires et complémentaires, et potentiellement les paiements d'indemnités de travail dissimulé. Alors, je ne vous refais pas le gros calcul qu'il y a là, mais voilà, un exemple pour une salariée qui était là pendant 3 ans, ou une salariée qui déclare 45 heures par semaine en moyenne, quand on cumule l'indemnité de travail dissimulé plus les heures sup qu'on aurait dû lui payer, ça représente un coût de 64 000 euros par rapport à un salaire fixe de 40 000 euros. Donc, ça fait plus d'1 an et demi de salaire qu'il faudrait lui verser en théorie. Alors, je vous rassure, après le prud'homme, c'est la loi de la preuve. Donc, votre collaborateur, s'il vous attaque au prud'homme, il va devoir montrer qu'il a fait réellement réaliser ces heures-là, prouver qu'il a réalisé ces heures-là. Et vous, le grand jeu, quand vous serez employeur, ça va être de montrer qu'il n'a pas réalisé ces heures-là. Mais c'est compliqué et le risque peut être vite très fort. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille plusieurs actions. Un minimum, donc mettre en place un accord d'entreprise pour bien vraiment consolider votre forfait jour, mettre en place dans vos entretiens des entretiens de suivi du forfait jour pour vérifier les seuils, vérifier les heures, vérifier le nombre de jours travaillés, demander aux salariés de déclarer le nombre d'heures de travail, en tout cas le volume horaire, comme ça si jamais vous avez au prud'homme, vous ne pourrez pas lui dire mais attendez Coco, toi tu as déclaré ça en volume d'heures, maintenant tu ne peux pas me réclamer 10 fois plus. Et bien entendu, faire un suivi régulier pour pouvoir faire des compensations. Donc nous, ce qu'on a mis en place, alors je ne sais pas si on peut zoomer, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais nous, on a mis en place à travers notre outil Crew, donc lequel on envoie les enquêtes aux collaborateurs, et après dans notre outil graphique dans lequel on fait le reporting RH, et voilà, des tableaux de suivi où on est capable de repérer
les salariés qui ont déclaré des samedis ou des dimanches travaillés pour aller leur rajouter un jour de repos complémentaire, qui reste dans ces 18 jours. Les salariés qui ont fait trop d'heures dans la semaine ou des journées trop longues, et là, on vient compenser en rajoutant des demi-journées de repos pour qu'au terme sur l'année, ça soit lissé et ça soit propre. Voilà. On est à peu près à 49 minutes. Manon, on va te laisser clôturer ce dernier chapitre avec l'index femmes-hommes. Merci. Alors, pour ce qui est de l'index égalité femmes-hommes, on ne va pas changer nos habitudes. Il y a 2 questions que je vais vous poser et qui vont se retrouver dans le sondage et qu'on va vous lancer. La toute première, c'est parmi les indicateurs suivants. Je vais vous mettre juste ici. Voilà. Parmi les réponses suivantes, quel indicateur est faux? Donc, je vous ouvre les votes et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, la réponse 1, c'est l'écart de rémunération femmes-hommes. 2, l'écart d'augmentation individuelle. Et la 3, nombre d'embauches femmes-hommes. Donc, vous cliquez sur la réponse que vous estimez être la réponse fausse. Je tiens à le préciser. Donc, je vous laisse quelques petites secondes encore pour y répondre. Là, on est sur du 50-50. 57-43. Allez, je laisse peut-être la dernière, 50-50. Vous hésitez. J'ai mis des options un peu pièges, j'avoue. Ok, bon, oui. Hop. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse 3, le nombre d'embauches femmes-hommes, qui est donc l'indicateur qui n'existe pas dans le calcul de l'index égalité femmes-hommes. C'était le petit piège que j'avais glissé. Pour ce qui est de la question numéro 2, pareil, alors là, normalement, je vais vous la lancer tout de suite. Donc, quand doit-on publier l'index femmes-hommes? Réponse 1, à n'importe quel moment tant qu'il est publié. Réponse 2, au plus tard, le 1er mars de chaque année. Ou la réponse numéro 3, la première semaine de janvier pour la nouvelle année. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc là, bon, on a moins d'hésitation que sur la première question posée, puisqu'on est à 89% au plus tard le 1er mars de chaque année. Donc voilà, la tendance se dessine assez nettement. Donc je vais apporter la réponse. Effectivement, l'index égalité femmes-hommes doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année. Alors, l'index égalité femmes-hommes, qu'est-ce que c'est? L'index, c'est une obligation légale pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui est entrée en vigueur entre 2019 et 2020. Cette loi, elle est partie tout simplement d'un constat simple, puisque en France, les statistiques montrent qu'en moyenne, une femme gagnerait 9% de moins qu'un homme en termes de salaire, à poste et à compétences égales, et ce pourcentage atteindrait même 27% pour tout poste confondu. Donc cette obligation légale qui a été mise en place permet aux entreprises tout simplement de mesurer les écarts de rémunération, de constater les disparités existantes et de mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées. Du coup, comment ça se passe ? Toutes les entreprises doivent réaliser leur index dès lors qu'elles ont plus de 50 salariés. Il y a quand même plusieurs critères qui sont attendus. Pour une entreprise de moins de 250 salariés, seuls 4 indicateurs sur les 5 doivent être calculés. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce sont les 5 indicateurs qui doivent être calculés.
À côté de ça, l'index doit être déclaré sur la plateforme ega.pro.travail.gouv.fr. La note doit être également publiée sur le site internet de l'entreprise et l'employeur doit communiquer le détail des différents indicateurs calculés au CSE et à l'inspection du travail. Dernier élément, et pas des moindres, il faut avoir une note de minimum 75 points. Pour ce qui est de l'index égalité femmes-hommes, sans quoi on s'expose à des sanctions et on va les voir justement un peu plus tard. Bien entendu, il y a plein d'autres éléments concernant le calcul de l'index égalité femmes-hommes qui sont bien plus pointus. Je ne veux pas aller dans le détail non plus pour ne pas vous perdre. Je vous ai mis des liens directement dans la slide qu'on vous communiquera de toute façon à la fin du webinaire pour que vous puissiez aller voir un peu plus en détail les éléments attendus spécifiques liés au calcul de l'index égalité femmes-hommes. Du coup, pour répondre à la question que j'avais posée au sondage et vous donner le détail des indicateurs concernés par l'index, le tout premier, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le deuxième indicateur à calculer étant l'écart de taux d'augmentation individuelle. Le troisième, c'est le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité. Le quatrième, c'est la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Et le dernier indicateur, c'est l'écart du taux de promotion qui, là, ne concerne uniquement les entreprises de plus de 250 salariés et qui ne doit pas être calculé pour les entreprises de moins de 250. Donc, comme je vous le disais, si vous ne faites pas le calcul de l'index égalité femmes-hommes, vous exposez à des sanctions. Donc, tout simplement, il y a 2 cas de figure. L'entreprise ne publie pas l'index et ne le fait pas tout simplement. Là, ça va être une sanction qui sera immédiate. Le deuxième cas de figure, c'est du coup pour toutes les entreprises qui ne tiennent pas la note de minimum 75 points et qui n'arrivent pas à atteindre cette note-là au bout de 3 ans à partir de la première date de publication. Donc là, la sanction pour ce cas de figure, elle s'applique au bout de ces 3 ans-là si l'entreprise n'a pas pu corriger le tir au niveau de la note de l'index égalité femmes-hommes. Et puis après, alors en termes de sanctions, la principale, elle est pécuniaire, puisque on part de la base au niveau de la sanction d'un pourcentage de la masse salariale. Donc 1% de la masse salariale sera à payer par l'entreprise. Donc il s'agit d'une amende. Donc, si on prend un exemple assez simple, partons de la base d'une masse salariale d'1 million d'euros, l'amende s'élèvera à hauteur de 10 000 euros et sera envoyée donc à l'entreprise qui n'a pas fait l'index égalité femmes-hommes ou du coup qui n'a pas atteint la note de 75 points. La deuxième sanction, en tout cas le risque, ça va être plutôt au niveau de la notoriété et de l'image de l'entreprise qui peuvent grandement en pâtir, bien entendu. De la même manière que ce que Géraldine expliquait lié aux entretiens. L'idée, c'est que ça risque d'entacher l'image de l'entreprise sur ces sujets. Et de la même manière que ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau de la BDESE, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour pouvoir automatiser et faciliter la réalisation de l'index, puisqu'on est quand même sur un calcul qui est lourd. Certes, c'est juste seulement 4 ou 5 indicateurs à calculer, mais qui nécessitent quand même des règles de calcul bien spécifiques. Il ne faut absolument pas se couper là-dessus. Donc, autant être accompagné ou de pouvoir automatiser la réalisation de celui-ci pour faciliter un petit peu la tâche. Donc, c'est le conseil que je pourrais vous donner là-dessus. Je ne sais pas si il y a des questions qui sont passées dans le chat au niveau de ce sujet-là, éventuellement. Non, tu n'as aucune question. On arrive sur la fin, je pense que les gens commencent à avoir faim. On va clôturer ce webinaire pour vous parler un petit peu de nos outils. Donc, on a plus de 450 clients qui utilisent nos 2 outils, Graphic et Crew, dans tous les domaines. Donc, si jamais vous avez besoin d'automatiser et de simplifier votre gestion sous de l'index, ça sera notre outil graphique qui fait le reporting RH. Et si jamais vous avez besoin
de gérer vos entretiens professionnels, le suivi de vos objectifs ou les forfaits jours, on peut vous aider à travers notre outil Crew. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site web pour découvrir un peu plus en détail ce que font nos outils. Je crois que Géraldine vous a prévu un petit mail de fin avec plein d'éléments. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, Géraldine? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer les replays. Donc, vous aurez accès à tout ce qu'on s'est dit. Et on vous enverra aussi des modèles d'entretien, des modèles de BDESE, etc. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra des liens sur des rendez-vous de démonstration de nos outils. Je vous prépare un mail et tout sera envoyé d'ici le début de semaine prochaine. Voilà. Bon, on n'a pas besoin, ça. En fait, ce slide, il n'était plus là. Erreur de slide. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le contenu vous a répondu à vos attentes. On peut terminer le webinaire. Je crois que c'est toi qui as la main, Géraldine. Allez, c'est parti, je vais terminer. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.